va se construire avec l'Allemagne réunie. C'est le constat des deux présidents, Havel et Mitterrand, aujourd'hui à Paris. À la recherche de la synthèse disparue, entrevue et tractation aujourd'hui au Parti Socialiste, négociation de la dernière chance après l'échec du Congrès de Rennes. Caisse noire et dessous de table, les présidents de clubs de football sont-ils des voyous? Bernard Tapie menace de faire des révélations explosives. Enfin, la révolution des cheveux blancs, c'est le thème du dernier livre de Christiane Collange. Elle est l'invitée du 19-20. Bonsoir, une nouvelle bataille idéologique risque de diviser la France. Non, il ne s'agit pas du Parti Socialiste dont nous allons parler dans un instant avec Michel Lemerle, mais plus prosaïquement de l'heure d'été. Est-il encore nécessaire de se réveiller une heure plus tôt chaque année? Ce sera encore le cas lundi prochain, mais ce sera peut-être la dernière fois. C'est ce que suggère Ségolène Royal, l'auteur d'un rapport parlementaire. Véronique Gorel. 14 ans de protestation. Dans ce village de la Meuse, comme dans toute la campagne française, on ne s'est jamais fait à l'heure d'été. Les horloges officielles peuvent toujours dire qu'il est midi. Au soleil, il n'est jamais que 10 heures. On est obligé de suivre le soleil. Vous êtes en fenaison. La rosée tombe à son heure par rapport au soleil. Donc, si la rosée tombe à 11 heures, ben vous ne pouvez pas aller faner avant 11 heures. Le matin, l'herbe est mouillée. Le soir, on travaille encore quand les enfants sont rentrés. Bon, le soir, vous rentrez à 10 h parce qu'il fait toujours beau travailler dans les champs. Et en réalité, les enfants, si vous voulez qu'ils dorment suffisamment, il faut qu'à 9 h, ils soient couchés. À 9 h, il fait toujours jour, ils n'ont pas envie de dormir. Les agriculteurs ne sont pas les seuls à se plaindre. Chaque année, la polémique renaît quand il faut avancer les horloges mécaniques. L'horloge biologique, elle, ne suit pas. Les médecins l'attestent. Un médecin sur deux estime que les personnes sont perturbées par l'heure d'été et 20% des médecins augmentent leur prescription au moment du changement d'heure, ce qui est quand même relativement grave. Toutes ces contraintes, on les a acceptées au nom de la sacro-sainte économie d'énergie. La France a institué l'heure d'été en 1976, en pleine crise pétrolière et avant le tout nucléaire. Un tiers de notre électricité provenait du pétrole, aujourd'hui 3% seulement. L'économie réalisée est minime. On peut s'étonner sur le point de savoir pourquoi une mesure dont les raisons ont disparu continue à subsister alors que beaucoup de gens y sont hostiles et qu'elle gêne énormément de Français dans leur vie quotidienne. Reste à convaincre nos partenaires européens. La France a été la première à militer pour le changement d'heure. Ils comprendraient mal que nous changions unilatéralement de position. Fumée blanche, fumée noire, les socialistes réunis en conclave depuis 2h30 tentent d'élire leur pape, c'est-à-dire le premier secrétaire du parti. Quelle est la couleur de la fumée, Michel? Oui, pas encore de fumée naturellement, Paul, mais les choses évoluent vite ici. Il y a quelques instants, Lionel Jospin est sorti. Il a indiqué qu'il y avait une suspension de séance et que deux groupes restreints se mettaient au travail, l'un sur les fédérations, l'autre sur un texte de synthèse. Alors l'ambiance semble avoir assez sensiblement évolué. En arrivant tout à l'heure, la plupart des participants, chacun à sa manière, scandaient unité, unité, synthèse. Et Christos Camilieris et Nathalie Darigran ont croqué tout à l'heure cette ambiance pour vous. La porte du Parti Socialiste close, on joue ce soir la synthèse à huis clos. Mais la première bataille pour les ténors socialistes est dans la rue, objectif, passer le barrage des flashs. Certains l'affrontent avec nonchalance. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, je ne peux rien vous dire, j'arrive. Monsieur Mermin. D'autres avec aplomb. Monsieur Poffren, s'il vous plaît, retenez-vous, s'il vous plaît. D'autres encore avec sérénité. L'unité avant toute chose. L'unité avant toute chose. Mais écoutez, je vous dirai ça ce soir. S'il vous plaît. Les habitués foncent dans le tas. Devant vous à droite. Aïe, mes pieds. Sans oublier, bien sûr, la petite phrase. Toujours se rappeler que la démocratie est le pire des systèmes. À l'exception de tous les autres. À l'exception de tous les autres. Fin du premier acte, on attend maintenant leur sortie. Différence essentielle avec le congrès de Rennes, effectivement, maintenant on se parle, il y a un véritable dialogue, ce qui ne veut pas dire du tout que l'ensemble des problèmes seront réglés. Car tout à l'heure, quand on se retrouvera à 21h30, il faudra reparler des postes. C'est là qu'on verra s'il y a de nouvelles concessions possibles, si Laurent Fabius maintient toutes ses exigences et si de son côté Lionel Jospin fait toujours barrage comme il l'avait fait à Rennes. Alors,
Il semble que plutôt les appels divers qu'on a entendus, notamment les espèces de halte au feu dans le camp mitterrandiste, ont été entendus. Ça ne suffira probablement pas pour régler tous les problèmes. Il faudra encore de nombreuses heures et attendre ce comité directeur de demain. En tout cas, ici, il se retrouve à 21h30 tout à l'heure. Évidemment, à nous rappeler avant la fin de ce journal, si vous avez d'autres informations, la bataille pour le pouvoir agite également la droite. Elle oppose les cadets aux aînés. Et les cadets sont obstinés. Les cadets réapparaissent et ils sont plutôt satisfaits, même triomphants. Moins d'un mois après la création de leur groupe, la Force Unie, le premier bilan est clair. Barzac, Noir, Léotard persistent et signent. Reportage Philippe Dessevski, Thierry Isaac. La Force Unie serait-ce la force tranquille de ceux qui entendent sûrement et rapidement réunir dans une seule formation toute l'opposition. En tous les cas, en 3 semaines de vie, cette initiative a reçu l'appui de plus de 3000 élus locaux, dont une bonne moitié de maires et de non-inscrits. Sans compter les 10 à 20 000 Français qui ont manifesté directement leur approbation. Pour les animateurs de la France Unie, l'objectif est de réunir ces élus d'ici 1 mois et demi, afin qu'ils déterminent par un texte la forme qu'ils entendent donner à un grand mouvement unitaire de l'opposition. Ce texte serait ainsi proposé à la convention des élus locaux organisée par l'UDF, le RPR et les centristes. Formations qui n'ont pas encore béni l'initiative de la Force Unie. Qui avait imposé la création d'intergroupes. On voit cette initiative qui est une initiative qui va vers l'union d'un œil qui n'est pas complètement défavorable. C'est vrai que le RPR coince un petit peu plus. Les animateurs de la Force Unie espèrent obtenir, lors de la convention des élus locaux, un vote secret sur leur texte déterminant la création d'une formation unique de l'opposition. Il était dissident, il avait des amis en France, il revient président, il retrouve ses amis. Hubert Couturier décrit cette seconde journée émouvante pour Václav Havel. Václav Havel admire Paris, notamment pour son plan d'urbanisme que le régime tchécoslovaque n'a pas su, dit-il, mettre en œuvre à Prague, malgré des décennies de centralisation et de planification. Il l'a dit à Jacques Chirac, qui le recevait à l'hôtel de ville, en lui offrant une édition reliée des œuvres de Montesquieu, dont la pensée politique a inspiré le dramaturge devenu chef d'État par le hasard de l'histoire en décembre 89. L'année 90 doit être celle de nos retrouvailles avec l'Europe de l'Est, a souligné Jacques Chirac, cette autre moitié de nous-mêmes dont l'histoire nous a trop longtemps séparés. Salué par de longues salves d'applaudissements, Václav Havel a exprimé sa fascination pour la France et son sentiment que les Tchécoslovaques pouvaient tirer de ces retrouvailles de nombreuses leçons pour l'avenir, au terme d'une coopération bilatérale aux intérêts bien compris. Après un déjeuner au Quai d'Orsay en compagnie du Premier ministre Michel Rocard, Václav Havel était reçu en début d'après-midi par les présidents des 2 assemblées, Laurent Fabius et Alain Poher. En fin d'après-midi, il était reçu par les artistes ayant joué dans ces différentes pièces. L'hommage à un talent qui est désormais celui d'un politique sorti des limbes de la littérature. Et Václav Havel reçoit en ce moment même le prix Espace 89 pour ses ouvrages politiques quand il protestait contre l'étouffement, prix remis par Thierry de Bossé. Le temps fort de cette seconde journée était évidemment politique, avec la conférence de presse commune diffusée sur la 3 à 17 h. Václav Havel et François Mitterrand se sont fait les défenseurs de la Grande Europe. J'ai là la note qui résume les propos du président Havel lorsqu'il pense à plusieurs étapes successives, la création d'une commission pour la sécurité en Europe, une organisation des États européens, on peut dire à l'image un peu de l'organisation des États américains, et enfin le débouché sur une confédération européenne, c'est en quoi on rejoint le projet que j'ai moi-même lancé le 31 décembre 1989. Mais cela est complémentaire. Cela n'est pas exclusif d'autres formes d'organisation et ne représente pas une substitution à la communauté européenne. Tout cela s'enchaîne et se lie. Il y a donc un mouvement qui se dessine pour la Grande Europe et c'était le projet de François Mitterrand, Gilles Dujonc. Alors tout à fait, c'est le projet que François Mitterrand avait lancé le 31 décembre dernier. Alors c'est un projet qui n'est pas concurrent de l'Europe des 12, ni même une substitution, le président de la République l'a redit cet après-midi. C'est un projet qui est complémentaire. Qu'est-ce que c'est que la Confédération européenne? Eh bien c'est tout simplement une structure d'accueil qui doit permettre aux pays d'Europe centrale qui ont renoué avec la démocratie, eh bien de retrouver l'autre Europe, celle dont ils ont été séparés pendant plus de 40 ans. Est-ce qu'elle irait jusqu'à l'Oural? Alors, ce n'est pas très clair dans l'esprit du président de la République. Ce qui est fondamental pour lui, c'est que l'Europe organise son propre espace. Et le critère, c'est la démocratie dans ces pays.
Alors, l'URSS est effectivement engagée dans un processus de démocratisation, mais on sait où commence l'URSS, on ne sait pas si elle finit à l'Oural ou à Vladivostok. Est-ce qu'on peut parler d'une tentative d'encerclement diplomatique de la future Grande Allemagne? Oui, je vois où vous voulez en venir, c'est-à-dire à la petite entente de l'entre-deux-guerres avec la France, la Yougoslavie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie. Écoutez, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de créer des alliances de revers contre telle ou telle puissance du continent. Il s'agit de fédérer, de créer un ensemble incluant l'Allemagne unie, bonne chance, a dit le président de la République, à cette Allemagne, et les autres pays d'Europe centrale qui pourraient avoir quelques craintes devant cette unification. C'en est fini le temps des équilibres savants qui variaient sans cesse. On veut une Europe stable. Merci Gilles. Les deux hommes ont également exprimé leur intérêt et sans doute aussi leur préoccupation pour la situation en Lituanie qui semble se dégrader, Élise. La décision de la Lituanie est une voie sans issue. C'est ce que Mikhail Gorbatchev, c'est Mikhail Gorbatchev qui parle. Vous le voyez, le bras de fer continue entre Moscou et les nouvelles autorités lituaniennes. Mais le Kremlin cherche apparemment à gagner du temps. Objectif, établir un calendrier de rencontres officielles pour éviter que d'autres républiques suivent l'exemple de la Lituanie. Joël Hazard. Gesticulation militaire soviétique depuis hier soir en Lituanie. Après l'annonce de mesures conservatoires pour affirmer son autorité sur la République lituanienne, Moscou a dépêché des renforts de troupes. Leur mission, la protection des usines et de la centrale nucléaire proche de Vilnius, propriété de l'Union des républiques socialistes soviétiques, comme l'a rappelé solennellement le Kremlin. En renforçant son contrôle des sites industriels lituaniens, Moscou fait d'une pierre deux coups. D'un côté, elle verrouille les engagements commerciaux et industriels lituaniens, garantissant le bon acheminement de la production d'énergie. De l'autre, elle laisse planer le doute sur un éventuel recours à l'armée, même si les mesures annoncées hier soir excluent l'emploi de la force. Ces pressions soviétiques ont entamé la confiance du président lituanien Landsbergis dans des perspectives de dialogue avec Moscou. Pour lui, l'avertissement soviétique est un mauvais début pour des négociations. Il s'attend à une longue période de conflit. Restent aux indépendantistes les symboles accessibles, tel un nouveau drapeau frappé de l'ancien emblème lituanien, Saint-Georges terrassant le dragon. Ouvrons maintenant la page des faits de société avec une polémique autour du sida, Élise. Oui, les Américains et les Français n'en finissent pas de se battre autour du sida pour trouver un vaccin, bien sûr, mais aussi et paradoxalement pour établir la pérennité de la découverte du virus HIV. Cette semaine, un journal américain relançait la polémique enquête de Jean-Pierre Quinson. C'est cet article du Chicago Tribune qui va sans doute faire rebondir la polémique sur la découverte du virus du sida. Selon le journaliste John Crutzen, l'américain Gallo se serait servi d'un virus de l'Institut Pasteur pour publier ses travaux. Pire, les autorités sanitaires américaines cacheraient depuis 4 ans un rapport établissant les faits. Sur le fond de l'affaire, ça ne m'est pas surprenant qu'on parle à nouveau de contamination, parce que je pense que c'est une idée qui traîne, si vous voulez, depuis plusieurs années. Je pense que c'est l'explication la plus probable de cette remarquable identité entre les deux virus. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut penser du professeur Gallo? C'est un imposteur? Écoutez, moi, pour l'instant, le professeur Gallo est un de mes collègues et avant de lui jeter la pierre, je pense qu'il faut que l'enquête se fasse et qu'il lui-même fasse cette déclaration. En mars 87, Ronald Reagan et Jacques Chirac avaient signé un accord qui se voulait apaisant. Au terme de celui-ci, les instituts français et américains devaient se partager les royalties de la découverte. Dans ce nouveau contexte, l'accord va-t-il être remis en cause? Je pense que c'est trop tôt pour le dire, mais enfin, on n'a pas à l'exclure aujourd'hui. C'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure. Quoi qu'il en soit, la machine américaine à démasquer la vérité semble maintenant mise en route. Tôt ou tard, on peut penser qu'on connaîtra l'histoire véritable de la découverte du sida. Ils n'aimaient pas le film, alors ils ont carrément mis le feu au cinéma. Ils sont jugés aujourd'hui, mais leur attitude dépasse le simple caprice. Le film, c'était, vous en souvenez bien sûr, La dernière tentation du Christ. Lors d'une projection, un engin explosif avait provoqué un violent incendie, bilan 13 blessés. Aujourd'hui, les 5 jeunes gens responsables de cet attentat comparaissaient devant le tribunal correctionnel. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Compte rendu d'audience et rappel des faits, Clément Veil-Rénal. Ces deux jeunes hommes qui, le 23 octobre 88, ont introduit la bombe au cinéma Saint-Michel, blessant 13 personnes, dont une grièvement. Et c'est Emmanuel Dousseau, secrétaire général d'un mystérieux collectif contre le blasphème, qui leur avait remis l'engin incendiaire et qui leur avait expliqué comment s'en servir. Au total, 5 jeunes hommes de bonne famille, serait-on tenté de dire, qui ont comparu aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour avoir, fin 88, mené une quarantaine d'actions contre le film de Martin Scorsese, la plus violente de ces actions étant la destruction par le feu du
du cinéma Saint-Michel. Nous voulions décourager les gens d'aller voir ce film blasphématoire, ont expliqué les prévenus, mais nous ne pensions pas faire des blessés. La fin ne justifie jamais les moyens, mais il ne faut pas traiter d'incendiaires ceux qui allument des contrefeux pour éteindre l'incendie. Il fallait peut-être d'abord juger les incendiaires, c'est-à-dire les auteurs d'un film qui présente le Christ comme un imposteur. Don Gérard, le supérieur du monastère de Sainte-Madeleine du Barou, cité par la défense, est venu témoigner de la moralité des prévenus. Leurs âmes sont pures, leurs motifs nobles, témoigne Don Gérard à la barre. Mais leurs actes, demande le président. Je suis un prêtre, je ne m'intéresse qu'aux âmes, peu importe les actes, rétorque le témoin, applaudi par une partie du public. Le jugement a été mis en délibéré, les 5 prévenus risquent jusqu'à 20 ans de prison. Bernard Tapie fait à nouveau parler de lui, mais pour mieux parler des autres dirigeants des clubs de football. Oui, il parle des autres et il accuse. Le titre de l'équipe ce matin n'est pas loin d'être vengeur. Tapie menace de faire des révélations sur l'argent du football. Le président de l'OM aurait-il des comptes à régler avec ses collègues présidents de club? Explication de Caroline Sins. Tapie passe à l'attaque. J'ai des choses à dire au sujet de l'enrichissement de certains dirigeants sur le dos de leur club. À l'appui, un dossier explosif, encore tenu secret. Dans ce dossier, une trentaine de transferts sont passés au crible. Tapie dénonce. Les comptes des transferts ne seraient pas vraiment clairs. Les hommes d'affaires servant d'intermédiaires seraient souvent des prête-noms qui détourneraient des millions de francs. Certains dirigeants, peu scrupuleux, se serviraient au passage. Selon lui, la véritable cause du déficit des clubs se trouverait là. Les plus gros transferts de ces dernières années porte sur des millions de francs. Tapie lui-même est concerné. L'OM a acheté l'anglais Waddle, 45 millions. Cantona, 22 millions. Amoros, 20 millions. Et Deschamps, 17 millions. Les autres gros transferts, Francescoli, 30 millions de francs par le Racing. Ferreri, 20 millions par Bordeaux. Bref, aujourd'hui, aucun dirigeant ne veut répondre sur ce dossier brûlant, mais en fait, quel but vise Tapie ? Précisément, Bernard Tapie était l'invité de la 3 dans le journal régional à Marseille. Écoutons un extrait de son intervention. Waddle, on l'a payé 45 millions. Je le savais, car on me le disait. Personne ne le croyait. La question, c'est de savoir si Tottenham a bien reçu les 45 millions que moi, je prétends avoir donnés. Alors, je conseille, c'est rien d'autre, au ministre du Budget de vérifier les 30 plus importants transferts pour savoir si les sommes versées ont été versées au club ou si, entre le club vendeur et le club acheteur, il n'y a pas quelqu'un entre les deux qui a pris une commission logique, ça s'expliquerait, mais une commission illogique. Je veux dire qu'il y en a beaucoup qui sont intermédiaires simplement pour prendre beaucoup d'argent et les reverser. Alors c'est là où il y a un problème. C'est à qui? Le ministre Michel Charasse doit attendre ces révélations avec gourmandise. Une bonne nouvelle qui arrive des États-Unis. Le Français Jean-Philippe Florian a éliminé en 2-7 l'Allemand de l'Ouest Boris Becker au 3e tour du tournoi de tennis de Key Biscayne. Les autres événements, Élise ? Une nouvelle action du couple Métral pour tenter de faire libérer Jacqueline Valente, retenue en otage depuis 3 ans. Tout de suite, les autres titres de l'actualité en France grâce à nos stations régionales. Éric Thibault. Anne-Marie, la sœur de Jacqueline Valente, et André Métral, le beau-frère de l'otage, étaient ce matin devant l'ambassade de Libye. Ils veulent un visa pour se rendre à Tripoli et rencontrer les autorités libyennes. Le consul s'est engagé à tout mettre en œuvre, mais les Métral ne cesseront leur grève de la faim que quand ils auront un visa en poche. Manifestation cet après-midi de plusieurs milliers de chasseurs devant le tribunal de Bordeaux. C'est à la suite d'une plainte de la Ligue des protections des oiseaux que des responsables d'associations de chasse se retrouvent devant le tribunal. Ces chasseurs avaient organisé une chasse à la tourterelle en dehors des périodes autorisées. Un commando anti-avortement a dévasté ce matin le bloc opératoire du service gynécologie de l'hôpital Hurier à Lille. Une quinzaine de personnes ont inscrit des graffitis sur les murs de la salle d'opération. Les forces de l'ordre qui sont intervenues vers 10h30 ont emmené sans violence tout le monde au commissariat. Gédéon, c'est son nom. Il pèse 50 kilos et se porte bien. Il est né ce matin à Douai par césarienne. Mais Gédéon est surtout le premier veau conçu par fécondation in vitro en France. Ce résultat est l'aboutissement de 2 ans de recherche menés par une équipe de 5 scientifiques. L'embryon de Gédéon avait été implanté à l'âge de 7 jours dans le ventre d'une vache porteuse.
Retour de l'enfant prodige au pays. Hier soir, les Bordelais ont fêté comme il se doit la victoire de Titouan Lamazou dans la course du Globe Challenge en solitaire. Ces 109 jours passés en mer valaient bien une fête. Notre invité ce soir, Christiane Collange, bonsoir. Bonsoir. 19-20 est heureux de vous accueillir pour votre livre, votre 9e livre, Moi ta fille, qui sort aux éditions Fayard. Qui est la fille? C'est moi la fille. C'est moi la fille de ma mère. Et vous vous adressez à votre maman? Et je m'adresse à ma maman qui d'ailleurs a disparu il y a 3 ans pour lui dire un certain nombre de choses au fond que je n'ai pas vraiment osé lui dire de son vivant. Et c'est un peu parce que j'ai regretté de ne pas avoir cette sincérité que je l'ai écrit maintenant. Et puis c'est aussi un peu parce que je crois qu'elle n'aurait pas tellement aimé lire ce livre. Pour lui dire quoi? Pour lui dire que d'abord il y a un phénomène, c'est ce que j'appelle la déferlante blanche. C'est-à-dire que la vie s'allonge de plus en plus, ce qui est une bonne chose, mais que cet allongement de la vie pose des problèmes de relation entre ce que j'appelle les cheveux gris et les cheveux blancs. Je crois qu'à un moment donné de la vie, il faut que les relations entre parents et enfants changent et que, eh bien, on est trop souvent encore dans une relation vraiment de parents à enfants, même quand c'est des enfants de 50 ans avec des parents de 80 ans. Alors je dis, réfléchissons et remettons un peu la donne. Alors vous avez écrit ce livre pour votre mère, mais je ne vais pas faire preuve de... J'ai écrit pour moi aussi. Et pour vous, alors précisément. Et vous allez aussi l'écrire pour Élise Lucet. Je ne vais pas faire preuve de machisme. J'ai envie de vous laisser. Élise pourrait être votre fille, vous pourrez être sa maman. Quel conseil lui donnerez-vous? Quel conseil elle devrait me donner? Vous êtes un peu dur parfois d'ailleurs avec les jeunes dans ce livre. Oh, je suis plutôt sincère. Et je crois qu'effectivement, dans les familles, vous savez, j'ai écrit un livre vis-à-vis des jeunes, et puis maintenant je l'ai écrit vis-à-vis des plus âgés. Dans les familles, on ne se dit pas assez la vérité, je crois. Parce que, on disait, les enfants se taisent, il faut écouter ses parents, il faut obéir à ses parents, et on garde un peu cette attitude toute sa vie. Je donnerai un exemple qui m'a beaucoup frappée. J'ai interviewé énormément d'infirmières, de directrices de maisons de retraite, de gens dans les foyers résidences. Tous disent, vous savez, les cheveux blancs, ils sont plus gais, et ils ont des relations plus faciles avec des étrangers, souvent qu'avec leurs propres enfants. Et cette chose m'a beaucoup frappée, car effectivement, on a du mal à avoir de bonnes relations avec ses parents. Alors, à ces cheveux blancs, vous leur dites, pour être heureux, soyez indignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'ils osent se faire des plaisirs, qu'il ne faut pas qu'ils s'inscrivent dans un personnage préfabriqué que leur maman leur a appris dans les années 1900. Le monde a sacrément évolué, vous voyez, depuis 80 ans, et je leur dis, profitez donc plus de la vie que vous pouvez avoir aujourd'hui. Ça va, vous êtes satisfaite de moi? Je ne suis pas trop intervenu? Non, mais vous savez que les hommes aussi vivent plus longtemps. Merci Christiane Collange. Ce 19-20 est terminé. Information ce soir avec la marche du siècle de Jean-Marie Cavada sur la naissance d'une démocratie. L'Allemagne de l'Est, information avec Marc Hauteman, soir 3 à 22h15. Et ensuite un grand film, Les Prédateurs, avec notamment Catherine Deneuve. À demain, 19h. Bonsoir. Très bonne soirée sur la 3. Thank you.